On va voir maintenant la méthode de point fixe pour résoudre une équation non linéaire. D'abord, si on a une fonction j d'un intervalle i de r à valeur dans r, on dit que alpha appartient à i est un point fixe de g si j de alpha est égal à alpha. L'équation f de x est égal à 0, elle est équivalente d'une infinité de façon à x est égal à j de x pour j une fonction de ab à valeur dans r. Et donc, si alpha est une racine de f, alors on va avoir alpha est un point fixe de g. Par exemple, si j'ai 2x sur x carré plus est égal à 1, donc l'équation ici, f de x est égal à 0 pour f de x est égal à 2x sur x carré plus 1 moins 1. Et donc ça, c'est équivalent clairement à 2x qui est égal à x carré plus 1 ou encore x qui est égal à 1 demi de x carré plus 1. Et donc x est un point fixe de la fonction j de j qui a x donne 1 demi de x carré plus 1. En général, si on a une équation f de x est égal à 0, on a dit cette équation elle est équivalente à j de x est égal à x pour tout x, par exemple, de la forme x plus f de x fois h de x pour h une fonction quelconque. Et donc, la recherche d'une solution de l'équation f de x est égal à 0 ou des racines de f, elle est équivalente à la recherche des points fixes de j. Le principe des méthodes de points fixes, dit aussi méthode des approximations successives, consiste à construire une suite itérative xn en partant d'un x0 donné. Et pour n supérieur ou égal à 0, on va prendre xn plus 1 qui est égal à j de x. Et donc, clairement, si cette suite converge, elle va converger vers x est égal à j de x. Et donc, elle va converger vers un point fixe de j. Dans quel cas une fonction g admettant un point fixe sur un intervalle AB? Si on a une fonction g définie sur un intervalle AB à valeur dans R, contenu, vérifiant j de AB est inclus dans AB, alors on montre que g admet au moins un point fixe dans l'intervalle AB. En effet, donc j de AB à valeur dans R contenu, montrant que g admet un point fixe, ça revient à montrer que la fonction f de x qui est égale à j de x moins x admet au moins une racine. Or, si j est contenu, alors f est contenu. Donc, f est contenu sur AB. De plus, si on calcule f de A qui est égal à j de A moins A, comme on a j de AB est inclus dans AB, donc j de x est supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, quel que soit x appartenant à AB, en particulier j de A est supérieur ou égal à A, et donc on va avoir j de A moins A est supérieur ou égal à 0. De même, f de B qui est égal à j de B moins B est inférieur ou égal à 0. Et donc, on va avoir ici f de A fois f de B est inférieur ou égal à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on en déduit que G admet donc au moins un point fixe sur l'intervalle AB. Donc, pour que G admette un point fixe, il suffit qu'elle soit contenue et que l'intervalle AB soit globalement invariant par la fonction G. Pour avoir maintenant l'unicité, il suffit que J soit strictement contractant. Une fonction J de AB à valeur dans R est dite strictement contractante sur AB s'il existe un coefficient K appartenant à 0 vers 1 tel que J de X moins J de Y est inférieur ou égal à K fois valeur absolue de X moins Y, quel que soit XY appartenant à AB. Donc une fonction strictement contractante, c'est une fonction lipschitzienne avec la constante de Lipschitz est strictement inférieure à 1. Donc, soit J de AB à valeur dans R, tel que J de AB est inclus dans AB et J est strictement contractante, alors on va montrer d'abord que J admet un point fixe unique. De plus, la méthode de point fixe converge vers l'unique point fixe de G sur AB. Pour tout x0 dans AB, on va montrer d'abord que G admet un point fixe unique. Donc G est de AB à valeur dans AB, strictement contractante.
On va montrer d'abord, montrant que G admet un point fixe unique. Comme G est contractante, donc elle est lipschitzienne, et on sait que toute fonction lipschitzienne, elle est contenue, donc G est contenue. De plus, on a J de AB est inclus dans AB comme hypothèse. Et on vient de montrer que si J vérifie ces deux hypothèses, donc J admet au moins un point fixe dans l'intervalle AB. Montrons qu'elle est unique maintenant. Soit alpha et bêta, deux points fixes de J, donc soit alpha appartenant à AB et bêta appartenant à AB, tel que J de alpha est égal à alpha et J de bêta est égal à bêta. Donc alpha et bêta, deux points fixes de J ici. Montrons que alpha est égal à bêta. Or, alpha moins bêta, qui est égal aussi à J de alpha moins J de bêta, en valeur absolue, comme J est strictement contractante, ça c'est inférieur ou égal à K fois valeur absolue de alpha moins bêta. Comme le rapport K appartient à l'ouvert semi-ouvert 0,1, on en déduit donc que alpha est égal à bêta. Donc J admet un point fixe unique qu'on note alpha. Montrons maintenant que la suite xn définie par xn plus 1 est égale J de xn converge vers ce point fixe alpha, quel que soit x0 appartenant à B. Il suffit de vérifier que, donc si on fait la différence xn plus 1 moins alpha, en remplaçant xn plus 1 qui est égal J de xn, moins alpha qui est égal J de alpha, en utilisant le fait qu'elle est strictement contractante, donc ça c'est inférieur ou égal à k fois xn moins alpha. Et de même, ça c'est inférieur ou égal à k fois k, donc k au carré fois xn moins 1 moins alpha. Et par récurrence, on montre que ça c'est inférieur ou égal à k à la puissance n plus 1 fois x0 moins alpha. Comme le rapport k appartient à 0, 1, donc k ici appartient à 0 semi-ouvert 1, donc ça c'est une suite géométrique dont la raison est strictement inférieure à 1. Donc sa limite c'est égal à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on montre dans ce cas que donc xn converge vers alpha lorsque n tend vers plus l'infini, unique point fixe de J. Remarque ici, comme la méthode de point fixe converge vers alpha pour tout x0 appartenant à AB, on dit ici qu'on a convergence globale de la méthode de point fixe sur l'intervalle AB. Remarque, l'hypothèse J est strictement contractante. On peut la remplacer par cette hypothèse si elle est vérifiée. Donc, si on suppose que J de AB a valeur dans R est de classe A, c'est-à-dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est contenue, telle que valeur absolue de J' de X est strictement inférieure à 1, quel que soit X appartenant à AB, on montre que G est dans ce cas strictement contractante sur AB. On utilise le théorème des accroissements finis suivant. Donc, on rappelle le théorème des accroissements finis. Si on a une fonction g définie sur un intervalle fermé à AB à valeur dans R, contenue sur le fermé et dérivable sur le vert, alors il existe C qui appartient à l'ouvert tel que g de B moins g de A est égal à J' de C fois B moins A. Dans le cas particulier où J de B est égal à J de A, on montre donc qu'il existe C appartenant à B tel que J' de C est égal à 0 et on retrouve le théorème de Rolle. Donc, si J A et B tel que J de A est égal à J de B, donc l'équation J' de C est égal à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert AB. Maintenant, si J de classe A tel que valeur absolue de J' de X inférieure à 1, quel que soit X appartenant à B, alors on a dit J strictement contractante. Pourquoi? Puisque quel que soit X appartenant à B, comme elle est contenue sur tout l'intervalle fermé AB, donc elle est en particulier contenue sur l'intervalle d'extrémité xy, elle est aussi dérivable sur le vert de cet intervalle. Et d'après le théorème des accroissements finis, donc il existe C appartenant à B tel que J de X moins J de Y est égal à J' de C fois X moins Y. Si on passe à la valeur absolue de J de X moins J de Y est égal à valeur absolue de J' de C fois valeur absolue de X moins Y, mais J' de C est inférieur à sup de J' de Z pour Z appartenant à B.
comme J de classe C1, donc l'image de l'intervalle AB par J' est un intervalle fermé et le sup il est atteint, donc ça est inférieur ou égal à K fois valeur absolue de X moins Y, ou K qui est égal le sup de J' de Z avec Z appartenant à AB qui est strictement inférieur à A. Et donc J est strictement contractante. On a vu que pour avoir convergence globale sur tout un intervalle AB, il suffit que J soit globalement invariante sur l'intervalle AB, c'est-à-dire J de AB est inclus dans AB, et qu'elle soit strictement contractante sur AB. Si au moins une de ces deux conditions n'est pas vérifiée, peut-on avoir convergence locale? On montre que si J est une fonction admettant un point fixe alpha, donc J de alpha est égal à alpha, on suppose que J est continuellement dérivable au voisinage de alpha, c'est-à-dire qu'elle est de classe C1 sur un voisinage de alpha. Alors on a si valeur absolue de J' de alpha est strictement inférieure à 1. On montre que la méthode des approximations successives ou la méthode de point fixe est localement convergente. Et je rappelle que ceci signifie qu'il existe un voisinage V de alpha tel que la suite xn générée par la méthode de point fixe, définie par xn plus 1 est égal j de xn, converge vers alpha pour tout x0 dans ce voisinage. Maintenant, si valeur absolue de j' de alpha est strictement supérieure à 1, et si on considère la suite générée par la méthode de point fixe, et si cette suite est telle que xn est différent de alpha pour tout entier n, alors la suite xn ne converge pas vers alpha pour tout choix de x0. On dit dans ce cas que la méthode de point fixe est divergente. Une idée de la démonstration, par exemple, pour montrer que si J' de alpha est strictement inférieur à 1, alors la méthode du point fixe est localement convergente. Donc on va montrer qu'il existe un intervalle qui contient alpha, tel que la méthode et la suite xn convergent, quel que soit x0 appartenant à cet intervalle. Comme J' de alpha est strictement inférieur à 1, et J' contenu, donc il existe V à un voisinage de alpha, tel que J' de x est strictement inférieur à 1, quel que soit x appartenant à ce voisinage. Je peux, dans ce voisinage, choisir un intervalle fermé alpha moins epsilon, alpha plus epsilon inclus dans V, tel que J' de x est strictement inférieur à 1, quel que soit x, appartenant à alpha moins epsilon, alpha plus epsilon. Donc ici, on a choisi un intervalle centré en alpha. On va montrer maintenant qu'on a convergence globale sur cet intervalle. Et donc, il suffit de montrer, si je note I cet intervalle, il suffit de montrer que J de I est inclus dans I et que J est strictement contractante comme J' en X en valeur absolue strictement inférieure à 1, quel que soit X appartenant à I. Et on a dit, en utilisant le théorème des accroissements finis, donc on vérifie que J est strictement contractante sur I. Maintenant, reste à vérifier que J de I est inclus dans I. On va montrer ça. Donc, je rappelle que I, c'est l'intervalle centré en alpha, donc X appartient à I. Si seulement si, on va avoir X moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. Donc, ça revient à montrer que si X appartient à I, on va avoir aussi J de X moins alpha est inférieur ou égal à epsilon pour montrer que J de X appartient à cet intervalle. Or, J de X moins alpha qui est égal aussi à J de X moins J de alpha, mais comme J est contractante, donc ça c'est inférieur ou égal à le rapport de la contraction K fois X moins alpha, où K est le rapport de la contraction. Et comme le K est strictement inférieur à 1, donc ça c'est inférieur aussi à X moins alpha qui est inférieur à epsilon. Et on vérifie donc que J de I est inclus dans I. En utilisant le résultat précédent, on en déduit que la méthode de point fixe converge pour tout x0 appartenant à cet intervalle I, donc qui est un voisinage de alpha, et donc on a convergence locale. De même, si J' en alpha est strictement supérieur à 1,
Donc, soit il existe n, on tombe par hasard sur xn qui est égal à alpha, et dans ce cas, la suite, elle converge, elle devient stationnaire, xn plus 1 qui est égal à j de xn qui est égal à j de alpha est égal à alpha. La suite devient stationnaire et elle va converger vers alpha. Supposons que quel que soit n, xn est différent de alpha. Dans ce cas, on va montrer que xn ne converge pas vers alpha. Le même raisonnement, comme j' de alpha est strictement supérieur à 1, donc il existe epsilon positif tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha moins epsilon pour le point de Fermi, alpha plus epsilon, on a j' de x maintenant est strictement supérieur à 1. Et donc, dans ce cas, fait xn plus 1 moins alpha, ça c'est égal à j de xn moins j de alpha. Et si on utilise le théorème des accroissements finis, ça c'est égal à j' de cn fois xn moins alpha. Mais j' de cn est strictement supérieur à 1. Donc si on note k est égal à le min de j' de z appartient à cet intervalle i, cet intervalle j, alors k est strictement supérieur à 1, donc ça c'est supérieur ou égal à k fois xn moins alpha. Et par récurrence, ça c'est supérieur ou égal à k à la puissance n plus 1 fois x0 moins alpha. Comme x0 est différent de alpha, donc ça c'est différent de 0, k à la puissance n, donc c'est une suite géométrique dont la raison est strictement supérieure à 1, et donc la limite de ça lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et donc xn ne converge pas vers alpha. Comment illustrer la convergence locale graphiquement? Prenons des exemples. Par exemple, si on prend j de x est égal à 1 quart de x carré plus 3 quarts, alors j de 1 est égal à 1 quart plus 3 quarts, et donc alpha est égal à 1 est un point fixe de g. Si on calcule j' de x ici, ça c'est égal à 1 demi de x, et donc en particulier j' de 1 est égal à 1 demi, en valeur absolue strictement inférieure à 1, et donc on va avoir convergence locale ici de la méthode de point fixe. On va présenter avec MATLAB les premiers termes de la suite xn. Et donc ici, 1 quart de x carré plus 3 quarts, on va prendre x0 est égal, dans ce cas, est égal à 2. Donc ça c'est la courbe en bleu, c'est la courbe de g. Y est égal à x, donc en rouge c'est la première bissectrice. Ça c'est x0 et ça c'est alpha qui est égal à 1. Le x1 est égal à j de x0. Donc voici la valeur de x1 qu'on va projeter sur l'axe des abscisses. Sur la première bissectrice, on va avoir donc cette valeur qui est égale à cette valeur. Donc on va la projeter sur l'axe des x. Et donc on va avoir x1. Donc ça c'est x1. Même chose, on calcule x2 qui est égal à j de x1. Et on voit ici qu'on obtient une suite xn qui converge vers, on dit dans ce cas que le point alpha est égal à 1 est un point attractif. Maintenant, si on choisit un x0 loin de 1, par exemple x0 est égal à 3,4 par exemple. Donc ça c'est l'x0. Ensuite x1 et on voit que... Et donc on remarque dans ce cas que la suite xn diverge vers plus l'infini. Donc la convergence ici locale, et donc il faut choisir x0 suffisamment proche pour que la suite xn converge. Deuxième exemple maintenant, on va considérer la fonction g de x est égal à x carré. Alpha est égal à 1 est toujours un point fixe de g, et j' de alpha dans ce cas est égal à 2, strictement supérieur à 1, et dans ce cas la méthode de point fixe diverge. Donc on va changer ici, on va changer la fonction g qui est égale à x carré. Et on va prendre le x0 très proche de 1. Donc on va prendre ici x0 est égal à 1,1. Donc le x0 c'est presque le point fixe ici. Mais si on regarde la suite, on voit que la suite diverge. Et donc on dit dans ce cas que le point alpha est un point répulsif. Si alpha maintenant est tel que valeur absolue de j' de alpha est égale à 1, dans ce cas, on ne peut pas conclure. On peut avoir convergence comme on peut avoir divergence. Si on considère maintenant j de x est égal à sinus x,
On peut montrer, donc, si on prend x est 0 suffisamment proche de strictement positif, par exemple, inférieur à pi sur 4, bon, on sait que la fonction sinus, elle est positive sur l'intervalle 0 pi sur 4. Et donc, on va utiliser le fait que sinus x, donc ça c'est supérieur à 0, inférieur à x. Dans ce cas, on va avoir xn plus 1 qui est positif. On montre par récurrence qu'elle est positive, qui est égal à sinus xn. Et donc, ça, c'est inférieur à xn. Et donc, la suite xn serait une suite décroissante. Elle est minorée par 0, donc elle est convergente. Bien sûr, sa limite serait le point fixe de sinus x. Je rappelle ici que le point fixe de g, donc g de 0 est égal à sinus 0 est égal à 0. Donc 0, c'est un point fixe de g. Comme la suite xn, elle est convergente, elle va converger vers l'unique point fixe de la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi sur 4 qui est égal à 0. Même chose, si on choisit x est 0, maintenant strictement négatif, inférieur à moins pi sur 4. Dans ce cas, on montre qu'elle est croissante, qu'elle est majorée et donc elle converge. Donc, si valeur absolue de J' de alpha est égale à 1, on ne peut pas conclure. Un exemple d'un point fixe alpha répulsif lorsque J' en alpha est égal à 1, on considère la fonction J de x qui est égale à 3x carré moins 5x plus 3. On a bien J de 1 est égal à 1, J' de 1 est égal à 1. Et si on regarde graphiquement les premiers termes de la suite, donc en partant de x est 0 est égal à 1,2 ici, on va avoir donc x1 qui s'éloigne de alpha, x2, et donc on va avoir une suite qui tend vers plus l'infini, car si on calcule le deuxième terme, on trouve est égal à l'infini. Si on s'approche plus de a, x0 est égal à 0,01, les premiers termes ne sont pas très loin de alpha, x1 est égal à 1,0103, x2 même chose, mais si on calcule le centième terme, on trouve qu'il est égal à plus l'infini, donc la suite diverge. Et donc le point alpha ici est égal à A, c'est un point répulsif. Comment maintenant déterminer l'ordre de convergence de la méthode de point fixe? Soit j'ai une application admettant un point fixe alpha, donc J de alpha est égal à alpha. On suppose que J est de classe CP pour P un entier non nul au voisinage de alpha, et tel que toutes les dérivées km de J en alpha pour k est égal à 1 jusqu'à P-1 sont nulles, mais la dérivée d'ordre P en alpha est différente de 0. Où on désigne ici par Gk la dérivée d'ordre K de J. Alors, si la méthode de point fixe pour la recherche de ce point fixe alpha converge, elle est d'ordre exactement P. En effet, il suffit d'utiliser la formule de Taylor ici. Donc, je rappelle la formule de Taylor suivante. Si J de classe CP sur un intervalle ouvert I, donc quel que soit alpha appartenant à I, quel que soit x appartenant à I, on a f de x qui s'écrit comme f de alpha plus f' de alpha fois x moins alpha plus f seconde de alpha sur 2 factoriel fois x moins alpha au carré. Donc plus jusqu'à ici la dérivée d'ordre P en alpha sur P factoriel fois x moins alpha à la puissance P plus un reste. Ce reste on peut l'écrire de plusieurs façons. Pour la formule de Taylor-Young, ça s'écrit de la forme epsilon x fois x moins alpha à la puissance P avec la limite de epsilon x est égal à 0 lorsque x tend vers alpha. Et donc en fait f se comporte. On va appliquer cette formule pour montrer que la méthode de point fixe est d'ordre exactement P. Je rappelle que la méthode de point fixe est xn plus 1 est égal à j de xn. On va montrer qu'elle est d'ordre P. Donc on a dit ici jk de alpha est égal à 0, quel que soit k entre 1 et P moins 1. Alpha est un point fixe, donc J de alpha est égal à alpha. Et qu'on a la dérivée d'ordre P en alpha, donc Jp en alpha est différent de 0.
pour montrer qu'elle est d'ordre P, il suffit de montrer que xn plus 1 moins alpha sur xn moins alpha à la puissance P admet une limite finie. Donc, on va calculer xn plus 1 moins alpha. Mais xn plus 1 moins alpha, ça c'est j de xn moins j de alpha. Comme on suppose que xn converge vers alpha ici lorsque n tend vers plus infini, puisqu'on a dit, on suppose que la méthode de point fixe converge. Donc pour n assez grand, xn appartient au voisinage de alpha. Ce voisinage sur lequel la fonction j de classe CP, on peut appliquer la formule de Taylor. Donc ça c'est égal j de xn qui est égal j de alpha plus j' en alpha fois xn moins alpha plus j seconde, etc. jusqu'à la dérivée d'ordre p en alpha sur p factoriel fois x moins alpha à la puissance p plus epsilon fois xn moins alpha plus epsilon de xn fois x moins alpha à la puissance p. Ça, c'est un petit taux de xn moins alpha. Sachant que toutes les dérivées sont nulles jusqu'à jp moins a, on va avoir donc jp à la puissance alpha sur p factoriel fois xn moins alpha à la puissance p plus ce reste fois xn moins alpha à la puissance. Donc, si on fait maintenant xn plus 1 moins alpha sur xn moins alpha à la puissance p, on passe à la valeur absolue. Donc, on va avoir valeur absolue de xn moins alpha à la puissance. Ce serait égal à jp à la puissance alpha sur p factoriel en valeur absolue plus epsilon fois xn, et ceci tend vers, comme ça tend vers 0 lorsque xn tend vers alpha, donc la limite de ça lorsque n tend vers plus infini est égale jp de alpha sur p factoriel qui est strictement positif. Et donc la méthode de point fixe dans ce cas est d'ordre exactement. En particulier, ici, on a une méthode itérative. J de classe C1 appartient à C1 dans V de alpha. Ici, J' en alpha est strictement inférieur à 1, mais J' en alpha est différent de 0. Alors, la méthode elle est localement convergente et elle est d'ordre de convergence. Comme J' de alpha est égal à 1, donc ici P est égal à 1. Donc la méthode est d'ordre de convergence, P est égal à 1. Donc elle est à convergence linéaire ici. Exemple, si je reprends les trois exemples précédents, le premier xn plus 1 est égal à 1 demi de xn est égal à j de xn pour x0 donné. On a vu que 0 est le seul point fixe de g. On a vu que la méthode est localement convergente. Donc, j ici est C1. J' en x est égal à 1 demi, quel que soit x appartenant à R. J' en 0 est égal à 1 demi en valeur absolue est strictement inférieur à 1. Et donc, la méthode est localement convergente. Donc, la méthode A est localement convergente. Comme J' en 0 est différent de 0, donc elle est d'ordre de convergence exactement 1. Elle est d'ordre de convergence linéaire. Pour le deuxième exemple, xn plus 1 est égal à 1 demi de xn au carré, toujours en partant d'un x0 donné. Et donc ça c'est égal à h de xn pour h de x est égal à 1 demi de x carré. On a vu que les points fixes de h, x est égal à h de x, implique que x est égal à 1 demi de x carré. Et ça c'est vrai si x est égal à 0 ou x est égal à 2. Donc, h ici admet deux points fixes, 0 et 2. Étudions la convergence locale de cette méthode point fixe d'abord vers 0, puis étudions la convergence de cette méthode fixe
pour le point fixe 0, ensuite pour le point fixe 2. H' en x qui est égal à x, H' en 0 est égal à 1. Donc H' en 0. Donc H' de x est égal à x, donc H' en 0 est égal à 0, en valeur absolue strictement inférieure à 1, et donc on a convergence locale. Donc la convergence est locale en x est égal à 0. Par contre, H' en 2 est égal à 2 strictement supérieur à 1, donc la méthode est divergente. Pour le point fixe 2 de H. H' de 2 est égal à 2 en valeur absolue strictement supérieure à 1. La méthode est donc divergente pour le point fixe 2 de H. Bon, comme H' de 0 est égal, comme on a convergence locale en x est égal à 0, on a H' de 0 est égal à 0, H seconde en 0 est égal à 1, différent de 0, et donc la convergence ici est quadratique. Pour le troisième exemple, on va considérer la suite xn plus 1 est égal à n demi de xn à la puissance 3 demi, qui est égal à phi de xn pour phi de x. Est égal à x à la puissance 3 demi. Pour le point fixe 0, on a convergence locale. La fonction h On reprend les exemples suivants. Le premier exemple, xn plus 1 est égal à j de xn. Pour j de x est égal à 1 demi de x. Donc xn plus 1 est égal à 1 demi de xn pour x0 donné. On a vu que 0 c'est le seul point fixe de j. J ici de classe c'est 1. Et j' de x est une constante, est égal à 1 demi. En particulier, j' en 0 est égal à 1 demi en valeur absolue strictement inférieure à 1. Et donc la méthode 1 est
localement convergente. Et comme J' en 0 est différent de 0, elle est d'ordre de convergence exactement P est égal à A, donc elle est à convergence linéaire. Si on considère maintenant la suite xn plus 1 est égal à n demi de xn au carré, qu'on note aussi j de xn pour j de x est égal à n demi de x carré, on a vu que les points fixes de j sont soit x est égal à 0, soit x est égal à 2. Il suffit de résoudre l'équation x est égal à n demi de x carré. Bon, j elle est de classe 1, j' de x est égal à x, quel que soit x. Pour le point fixe 0, j' en 0 est égal à 0, strictement inférieur à a. Donc la méthode 2 est localement convergente au point fixe 0. Maintenant, quel est l'ordre de convergence? J' de 0 est égal à 0. Donc comme j'ai ici 2 ici, on passe à la dérivée seconde. J seconde de 0, on trouve qu'il est égal à 1 différent de 0. Et donc la méthode 2 est d'ordre de convergence quadratique au point fixe 0. J' en 2 est égal à 2 strictement supérieur à 1 en valeur absolue. Donc la méthode elle est divergente en ce point fixe 2. La suite xn ne tend pas vers 2 lorsque n tend vers plus l'infini, quel que soit x0 différent de 2. Si on considère maintenant un troisième exemple, xn plus 1 est égal à n demi de xn à la puissance 3 demi en partant d'un x0 donné qui est égal à j de xn pour ici j de x est égal à n demi de x à la puissance 3 demi. On a 0 est un point fixe de g. J de classe C1 sur R+. Et j' de x est égal à 3 demi fois racine de x, quel que soit x supérieur ou égal à 0. J' en 0 est égal à 0, strictement inférieur à 1 valeur absolue. Donc la méthode 3 est localement convergente en ce point fixe 0. J' de 0 est égal à 0 ici. Mais J, attention, ici n'est pas de classe C2 puisque sa dérivée J' est égale à 3 demi racine de x et la fonction à racine de x n'est pas dérivable en 0. J' de 0 est égal à 0. Donc la convergence, elle est d'ordre strictement supérieur à 1. Si J de classe C2, on passe à la dérivée seconde de J et donc la convergence est d'ordre au moins 2. Mais dans ce cas, attention, la convergence n'est pas quadratique, mais elle est dans ce cas d'ordre de convergence P est égal exactement 3 demi puisqu'on a xn plus 1 moins 0 sur xn moins 0 à la puissance 3 demi qui converge lorsque n tend vers plus l'infini vers n demi qui est strictement positif. Et donc elle est d'ordre de convergence exactement est égale à 3 demi. Et donc pour appliquer l'ordre de convergence, il faut vérifier la régularité de G. Il faut que G soit de classe P pour que la méthode soit d'ordre exactement P.